Et quand vous obtenez ça, vous savez, cela assure plus ou moins une nomination parce que, il n'y a probablement que 10 rôles de taille. John Wayne n'a jamais servi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a mené une guerre secrète que personne ne connaissait. Dans les années 1950, des assassins soviétiques le traquaient à travers l'Amérique. Ils ont essayé de le tuer dans son bureau, sur des plateaux de tournage, ont même envoyé des snipers au Mexique. Wayne a refusé la protection du FBI et les a affrontés lui-même. Il a pointé une arme sur 2 agents du KGB et a dit quelque chose qui les a complètement brisés. L'histoire est restée cachée pendant des décennies, jusqu'à ce qu'un célèbre réalisateur révèle le secret lors d'un dîner. Mais la vraie question demeure. Cet affrontement légendaire était-il réellement vrai ou le plus grand mythe d'Hollywood? John Wayne est né le 26 mai 1907 dans une petite maison au 224 South 2nd Street à Winterset, Iowa. Le journal local a rapporté qu'il pesait 13 livres, ce qui a choqué tout le monde à l'époque. Son père, Clyde, travaillait comme pharmacien, mais sans succès. Il gagnait à peine plus qu'un vendeur et ils étaient toujours à court d'argent. Sa mère, Mary, venait du Nebraska et elle avait des rêves, mais aucun d'eux n'était facile à atteindre dans cette petite ville de l'Iowa. Clyde avait un beau visage et un sourire que les femmes remarquaient, mais le charme ne pouvait pas payer les factures. Il n'arrêtait pas d'ouvrir des pharmacies qui faisaient faillite. En 1910, ils étaient en faillite et vivaient avec les parents de Mary à Des Moines, essayant juste de rester à flot. La famille a déménagé 5 fois en 7 ans, rien qu'à travers l'Iowa, de Winterset à Brooklyn en passant par Earlham, Keokuk et de nouveau. En 1914, lorsque Marion n'avait que 7 ans, leur dernière maison à Brooklyn a pris feu à cause d'une étincelle de poêle. C'était le signe final. Ils ont emballé ce qu'ils pouvaient et ont déménagé en Californie. Ce feu est resté dans sa mémoire pour toujours. En 1916, il vivait à Glendale, au 404 Isabel Street. Marianne avait un vrai ami, un énorme Airedale terrier nommé Duke qui le suivait partout. Ils étaient inséparables. Un pompier local les voyait passer chaque jour et a commencé à l'appeler Little Duke et le chien Big Duke. Marianne aimait bien plus ça que son nom de naissance, qu'il trouvait doux. Alors, il est devenu Duke à partir de ce jour-là, et ça lui y restait. Au lycée, Marion Morrison n'était pas seulement grand. Il mesurait 1,93 m et jouait au football comme un train sans frein. Il était intelligent aussi. Il dirigeait la Société latine, écrivait pour le journal de l'école et débattait avec les meilleurs d'entre eux. En 1925, il a obtenu une bourse pour jouer au football à l'USC, et il semblait que la vie finissait par s'améliorer. Mais un jour, alors qu'il faisait du body surf à Huntington Beach, il a fait une mauvaise chute. Ses clavicules se sont cassées. Il a raconté à l'entraîneur une histoire inventée pour cacher l'accident. Mais la vérité n'avait pas d'importance. Il ne pouvait plus jouer comme avant. Ils lui ont retiré sa bourse. Il n'avait pas assez d'argent. Il n'avait d'autre choix que d'abandonner en mai 1927. Alors qu'il était encore à l'USC, il a pris un emploi au Studio Fox comme accessoiriste pour 35 $ par semaine. C'était à peine suffisant pour survivre. Il a tout fait. Il portait des meubles, aidait les électriciens, déplaçait des animaux. Il a même travaillé comme figurant dans 9 films muets entre 1925 et 1929. Aucun d'eux ne l'a crédité. Personne ne connaissait son nom. Dans l'un de ses films, il jouait un riche joueur de football d'Ivy League. Même s'il pouvait à peine se permettre de payer son loyer dans la vraie vie en mai 1927, sans rien à perdre, il a essayé d'échapper à tout cela en se faufilant à bord d'un navire pour Hawaï. Il s'est fait prendre et a été renvoyé en juin. Ruiné et embarrassé, il est allé directement voir John Ford et a mendié n'importe quel emploi. Il a eu un coup de solde, un coup de chance. En 1930, le réalisateur Raoul Walsh avait besoin de quelqu'un pour jouer dans The Big Trail. Il a vu Wayne déplacer des meubles et l'a choisi sur place. Mais Marion Morrison ne sonnait pas comme un premier rôle. Walsh aimait le nom Anthony Wayne, d'après le général américain, mais le studio l'a rejeté.
Ils se sont donc mis d'accord sur John Wayne et la décision a été prise sans lui demander. Il n'a pas eu son mot à dire sur le nom qui allait devenir célèbre dans le monde entier. Un jour, il était un accessoiriste anonyme. Le lendemain, il était John Wayne, le visage d'un western à 1 million de dollars. Mais The Big Trail a été un désastre. Fox l'a tourné dans un format d'écran large sophistiqué appelé 66 mm. Mais presque aucun cinéma dans le pays ne disposait de l'équipement approprié. Il a coûté 2 millions de dollars à réaliser. Ce fut un échec retentissant. Wayne a pris le blâme. Il a été mis sur liste noire par les grands studios et relégué à des films de série B à petit budget. De 1930 à 1939, il en a réalisé plus de 80, gagnant environ 75 $ par film. Certains ont été tournés en seulement 4 jours. Dans un film, il devait chanter. Le problème, c'est qu'il ne savait pas du tout chanter. La voix était tellement maladroite que c'est devenu une blague. Il a porté le même costume dans plusieurs films parce qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter d'autres. C'était une corvée. C'était humiliant. Mais il n'a pas arrêté. Il a fait toutes ses propres cascades. À l'époque, cela signifiait de la douleur. Il devait tomber de chevaux au galop en utilisant une astuce cruelle appelée le Running W. Ils attachaient des fils aux jambes du cheval pour le faire trébucher. Les chevaux se cassaient souvent les jambes. Wayne était projeté, s'écrasait contre des rochers et se blessait le dos de façon permanente. Mais il n'y avait pas de cascadeur, pas de filet de sécurité, juste lui qui encaissait tous les coups pour un chèque de paie. Des années plus tard, il a refusé de travailler à nouveau sur des films qui utilisaient ces astuces brutales. Il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. En 1934, il a travaillé en étroite collaboration avec Yakima Canutt, une star de rodéo intrépide qui lui a appris à marcher comme un cow-boy, à parler comme un cow-boy et à monter à cheval comme un cow-boy aussi. Lors d'une cascade dans The Lucky Texan, Wayne a essayé de sauter d'un cheval sur une charrette. Il a raté. Il s'est écrasé le visage le premier contre un rocher. Sa cicatrice à la mâchoire et son nez légèrement tordu proviennent de cet accident. Ils n'ont jamais complètement guéri, mais ils sont devenus une partie de son look. Il a continué, apprenant à donner de faux coups de poing et à tomber juste comme il faut pour que ça ait l'air réel, sans se faire tuer. Puis, tout a changé en 1939. John Ford lui a donné une autre chance dans Stagecoach. Le budget était de 546 200 $. Pas petit, mais pas énorme non plus. Ils ont filmé à Monument Valley et lorsque Wayne est apparu à l'écran dans le rôle de Ringo Kid, tenant une selle dans une main et faisant tourner une Winchester dans l'autre, tout s'est mis en place. Ce plan, zoomant sur son mètre 93, lui donnait l'impression qu'il était le maître de l'écran. Le film a rapporté 1 million de dollars aux États-Unis et Wayne est passé d'acteur de série B à grande star. En coulisses, Ford était impitoyable. Il criait sur Wayne devant l'équipe, se moquait de sa démarche, lui disait qu'il jouait comme un œuf poché. C'était cruel, mais Ford croyait qu'il devait briser Wayne pour le reconstruire. Il ne voulait pas d'un faux dur à cuire, il voulait la vraie chose. Et Wayne a encaissé chaque insulte. Il n'a pas argumenté, il a juste travaillé plus dur. Ce passage à tabac a donné naissance à l'acteur qui allait devenir un symbole de force pendant les 3 décennies suivantes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que de jeunes Américains abandonnaient tout pour se battre, John Wayne est resté à Hollywood. Il avait déjà 34 ans lorsque Pearl Harbor a été attaqué en 1941. Son corps était fort. Sa santé était parfaite, mais il a affirmé qu'il avait 4 enfants à charge. Cela lui a valu un report 3A. Ainsi, alors que de vrais soldats partaient à la guerre, John Wayne a enfilé un costume et en est devenu un dans les films. En 1942, il a joué dans Flying Tigers dans le rôle du capitaine Jim Gordon, un brave pilote américain combattant en Chine. Les cinémas étaient bondés et les gens applaudissaient le héros à l'écran. Mais dans la vraie vie, beaucoup n'applaudissaient pas. Derrière les portes closes,
le patron du studio, Herbert Yates, a dit à Wayne de ne pas s'enrôler. Il a dit que si Wayne rejoignait l'armée, Republic Pictures le poursuivrait en justice. Wayne était leur seule grande star et ils avaient besoin de lui pour continuer à gagner de l'argent. Plus tard, lorsque le statut de Wayne au service militaire a été changé en 1A, ce qui signifie qu'il était apte à servir, Hollywood est intervenu à nouveau. Ils l'ont fait reclasser en 2A, affirmant qu'il était vital pour l'intérêt de la nation à travers le film. Le gouvernement a accepté et juste comme ça, l'homme qui ressemblait au héros américain à l'écran n'a jamais eu à risquer sa vie hors écran. Cet écart entre l'image et la vérité l'a suivi pour toujours. 2 ans plus tard, en 1944, The Fighting Seabees est sorti en salle. Le personnage de Wayne meurt dans une explosion de bulldozer, se sacrifiant pour l'effort de guerre. Les spectateurs ont pleuré. Mais lorsque l'équipe de tournage a visité des zones militaires dans le Pacifique Sud, les vrais militaires n'ont pas été impressionnés. Certains ont même essayé de se battre avec Wayne, en colère qu'il ait évité le vrai danger. Même si le film a été nominé pour un Oscar, de nombreux vétérans n'ont pas pu séparer l'acteur de la vérité. Wayne a joué un homme qui a donné sa vie pour son pays. Mais son propre report de conscription disait qu'il était trop important pour quitter la Californie. La vérité était que Wayne vivait une guerre très différente à Hollywood. Pendant le tournage de Seven Sinners en 1940, il a rencontré Marlène Dietrich. Elle n'était pas seulement belle, elle était audacieuse. Au moment où elle a vu Wayne, elle a dit au réalisateur « Achetez-moi ça ». Ils ont commencé une liaison torride. Même si Wayne était marié et avait 3 enfants, il a essayé de jongler avec les 2 vies. Mari et père d'une part, romance hollywoodienne d'autre part, sa femme, Joséphine, a souffert dans silence. Elle a demandé la séparation en 1943 et finalement le divorce en 1944. Le tribunal a statué en sa faveur, disant que Wayne lui avait causé des douleurs physiques et émotionnelles. La séparation lui a coûté 100 000 $, ce qui représenterait plus de 1,5 million de dollars aujourd'hui. La liaison avec Dietrich l'avait consumé. Certains pensent même que c'était en partie la raison pour laquelle il ne s'est pas enrôlé. Il ne pouvait pas supporter de la quitter. Alors que les soldats américains saignaient en Europe et dans le Pacifique, Wayne tournait Back to Bataan en 1945. Il jouait un colonel à la tête de guérilleros philippins contre le Japon. Mais cette fois, les critiques se sont faites plus fortes. Il avait fait 13 films liés à la guerre sans jamais mettre les pieds sur un champ de bataille. Les vétérans ont considéré le moment choisi pour la sortie du film juste après la capitulation de l'Allemagne comme profondément insultant. On avait l'impression que Wayne profitait de la souffrance des autres hommes. Les cinémas étaient toujours bondés. Le film a rapporté des millions. Mais l'image de Wayne en tant que héros de guerre était maintenant construite sur la fiction et les gens le savaient. Il a commencé à recevoir des lettres, des centaines. Beaucoup l'ont traité de lâche. Certains l'ont traité de pire. La culpabilité le rongeait. Sa 3e femme, Pilar, a dit un jour qu'il avait passé le reste de sa vie à essayer de prouver qu'il n'était pas faible. Pendant la guerre froide, il est allé dans les extrêmes. Il n'a pas seulement soutenu les politiques anticommunistes, il en est devenu un symbole. Il a soutenu le comité des activités non américaines de la Chambre des représentants. Il a joué dans des films qui véhiculaient leur message. Il a essayé de rejoindre l'OSS, le groupe qui est devenu la CIA, juste pour prouver qu'il pouvait servir. Ils l'ont rejeté, mais il n'a pas arrêté d'essayer de prouver sa loyauté. Il a visité les bases de l'USO en 1943 et 1944, serrant la main des soldats qui avaient fait ce qu'il n'avait jamais fait. La honte ne l'a jamais quitté. En 1948, il a joué dans La Rivière rouge, un film qui allait devenir un classique. Mais en coulisses, il s'est heurté au réalisateur Howard Hawks et l'ambiance sur le plateau était tendue. Wayne jouait un homme bien plus âgé que lui, un rancher dur qui se battait pour contrôler un convoi de bétail. Sa performance a choqué les gens. Même John Ford, son ancien réalisateur, a admis qu'il ne savait pas que Wayne pouvait jouer comme ça.
Le film a obtenu 2 nominations aux Oscars. Mais même dans le triomphe, le passé de Wayne l'a rattrapé. Sa vie personnelle a continué de s'effondrer. Après avoir divorcé de Joséphine, il a épousé Esperanza Bor. Ce mariage s'est également mal terminé avec des accusations de violence, de tromperie et d'alcoolisme. En 1952, lors d'une mission de repérage au Pérou, il a rencontré Pilar Palette. Elle était plus jeune, mariée et envoûtante. Ils ont commencé une liaison qui s'est transformée en le 3e mariage de Wayne, mais même cela n'a pas duré. En 1971, ils s'étaient séparés. Ils n'ont jamais divorcé, mais Wayne l'a exclu de sa succession. Lorsqu'il est décédé en 1969, il avait 3 mariages ratés et 6 enfants. Les tabloïds ont suivi chaque détail. En 1956, Wayne a joué dans La prisonnière du désert, incarnant un vétéran raciste de la guerre civile obsédé par la vengeance. Le rôle était sombre et cru, et il semblait d'un réalisme troublant. Wayne avait déjà fait des commentaires sur les Amérindiens dans des interviews qui ressemblaient aux personnages qu'il jouait. Les critiques ont salué l'audace du film, mais d'autres ont remarqué le chevauchement entre l'homme et le rôle. Wayne ne jouait pas seulement quelqu'un rempli de haine, il reflétait une partie de lui-même. En 1960, il a réalisé Alamo, un film qu'il a réalisé, produit et en partie financé. Il croyait que ce serait son héritage, mais cela a failli le ruiner. Le budget a explosé à plus de 12 millions de dollars. Il a dû contracter des prêts, des hypothèques, et même risquer ses voitures personnelles pour le terminer. Le film a été maudit par des accidents. Un acteur s'est cassé le pied. Un figurant est décédé dans un incident domestique. Wayne a été forcé de témoigner devant le tribunal. Le film a remporté un Oscar pour le son, mais il a été un échec financier. Wayne a perdu de l'argent et de la confiance. Il ne pouvait toujours pas se débarrasser de son étiquette de déserteur. Ainsi, en 1952, il a réalisé Big Jim McLean, un film qui glorifiait WAC et transformait la chasse aux communistes en une mission héroïque. Il n'a pas seulement joué dedans, il l'a produit. C'était la première fois qu'il passait derrière la caméra en tant que patron de studio. Les critiques s'en sont moqués, mais Wayne a obtenu ce qu'il voulait. Il s'est fait le visage de la lutte anticommuniste. La même année, il a contribué à faire expulser du pays Carl Foreman, le scénariste de Le Train sifflera 3 fois. Foreman avait refusé de donner des noms à WAC. Wayne ne lui a pas pardonné. Lorsque Gary Cooper a fait équipe avec Foreman, Wayne l'a menacé. Cooper a remporté un Oscar pour Le Train sifflera 3 fois. Wayne a toujours affirmé qu'il ne regrettait pas d'avoir exilé l'homme qui l'avait écrit. L'obsession de Wayne pour l'anticommunisme est devenue encore plus sombre. Il a rejoint la John Birch Society, un groupe convaincu que le gouvernement était déjà sous contrôle communiste. Il croyait que le président Eisenhower était un agent soviétique. Wayne a finalement quitté le groupe, mais il ne s'est jamais adouci. Il a traité les communistes d'ennemis de la liberté. Il s'est disputé avec Kirk Douglas, qui a contribué à briser la liste noire en embauchant le scénariste Dalton Trumbo. Wayne croyait même que Staline avait essayé de l'assassiner. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Wayne était un informateur du FBI. Il aurait donné des noms en coulisses, aidant à mettre sur liste noire des acteurs comme Philip Loeb. Loeb, incapable de trouver du travail, s'est suicidé en 1955. Il avait un fils malade à soigner. Il ne pouvait pas le faire sans revenus. L'alliance de Wayne a contribué à créer le système qui l'a détruit. La liste noire a ruiné des centaines de vies, ces centaines de vies, et Wayne a contribué à la faire respecter. En 1964, le coût de ces années de tabagisme excessif l'a rattrapé. Les médecins ont trouvé une tumeur de la taille d'une balle de golf sur son poumon gauche. Il fumait jusqu'à 5 paquets par jour lorsqu'ils l'ont découverte. Il a perdu un poumon et une partie de ses côtes lors d'une opération chirurgicale. Mais même alors, il n'a pas complètement arrêté. Il a continué à apparaître dans des publicités pour Camel, tenant toujours des cigarettes. Sa respiration ne s'était jamais rétablie.
Pendant les 15 années suivantes, chaque film, chaque scène s'est accompagné de douleur. En 1968, il a co-réalisé Les Bérets de verre, un film de propagande à part entière pendant la guerre du Vietnam. Les spectateurs ont adoré. Les manifestants détestaient ça. Lors de la première à New York, des gens ont agité des drapeaux du Viet Cong. Le film était bruyant, violent et plein d'explosifs. Des membres de l'équipe ont été blessés sur le plateau. Les critiques l'ont démoli, mais le box-office l'a sauvé. Wayne se fichait du contre-coup. Il voulait dire à l'Amérique qu'elle était toujours forte. En 1969, il a joué Rooster Cogburn dans $100 pour un shérif. Le film lui a valu son seul Oscar. Il avait 62 ans, était affaibli par le cancer et avait du mal à respirer. Pendant le tournage, il s'est effondré d'épuisement. La production s'est arrêtée pendant une semaine, pendant qu'il se rétablissait dans un hôpital, mais il a terminé le film et le public l'a de nouveau adopté. C'était son triomphe final, mais en coulisses, son corps renonçait. En 1969, après une opération de la vésicule biliaire, les médecins ont découvert un cancer de l'estomac. Il s'était déjà propagé. Ils lui ont enlevé l'estomac. Il a essayé de commencer un traitement, mais il était trop faible. Il est décédé 5 mois plus tard, à l'âge de 72 ans. Son dernier film, Le Dernier des Géants, réalisé en 1976, racontait l'histoire d'un pistolero mourant. Il reflétait sa propre vie plus que quiconque ne voulait l'admettre. En 1971, 8 ans avant sa mort, Wayne a donné une interview à Playboy qui allait détruire son héritage. Il a dit qu'il croyait en la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient suffisamment éduqués. Il a dit qu'il ne se sentait pas coupable de l'esclavage. Il a traité les Amérindiens d'égoïstes. Les mots sont sortis directement de sa bouche. En 2020, ces mots ont refait surface. Des gens ont exigé que son nom soit retiré des bâtiments publics. L'USC a supprimé son exposition. Même son fils, Ethan, a dit qu'il n'y avait aucune excuse. Pendant ce temps, Joseph Staline adorait les films. Il avait des cinémas privés dans toutes ses maisons et regardait des films tous les soirs. En 1949, un cinéaste russe nommé Sergueï Guerassimov s'est rendu à New York pour une conférence de paix. Là, il a entendu John Wayne s'exprimer fermement contre le communisme. Quand Guerassimov est rentré à Moscou, il a tout raconté à Staline. Staline savait déjà que John Wayne devenait puissant à Hollywood. Wayne avait contribué à lancer la Motion Picture Alliance en 1944. Il soutenait également le sénateur McCarthy et le Comité des activités non américaines de la Chambre des représentants, qui avait mis de nombreuses personnes sur liste noire en 1947. Après avoir entendu le rapport complet et regardé un film ce soir-là, Staline s'est mis en colère. Il a qualifié John Wayne de menace et a ordonné qu'il soit tué. La première tentative a eu lieu au début des années 1950. 2 agents soviétiques ont prétendu être des agents du FBI. Leur plan était d'aller au bureau de Wayne, chez Warner Brothers, et de l'emmener quelque part pour le tuer. Mais le vrai FBI savait déjà ce qui se passait. Lorsque les faux agents se sont présentés, de vrais agents étaient cachés dans une pièce voisine. L'ami proche et cascadeur de John Wayne, Yakima Canott, a dit plus tard que le plan avait été de les laisser venir et que John les affronterait lui-même. Lorsque les hommes soviétiques sont entrés dans le bureau, de vrais agents du FBI sont sortis avec des armes et les ont arrêtés. Les agents avaient tellement peur d'être renvoyés à Staline qu'ils ont accepté de devenir des agents doubles à la place. Ils ont donné à l'Amérique des informations secrètes juste pour éviter de rentrer chez eux. Ils savaient que Staline tuait les gens qui l'avaient déçu. Une autre tentative a eu lieu en 1953, pendant que Wayne tournait Hondo, au Mexique. À ce moment-là, Staline était déjà mort, mais quelqu'un a quand même essayé de donner suite. Un tireur d'élite avait été envoyé, prêt à tirer sur Wayne pendant le tournage. Mais la sécurité mexicaine, déjà en état d'alerte, a trouvé l'homme avant que quoi que ce soit ne se produise. Cela a montré jusqu'où les réseaux communistes étaient prêts à aller. Même après la mort de Staline, la menace envers Wayne était toujours présente.
Il n'a pas reculé. Il n'a pas non plus accepté la protection du FBI. Il a juste dit « Je ne vais pas me cacher pour le reste de ma vie. C'est le pays de la liberté. » Cette citation est restée. Le détail le plus choquant n'est apparu qu'en 1983. Le cinéaste Orson Welles était à un dîner hollywoodien quand il a raconté nonchalamment toute l'histoire à l'auteur Michael Mann. Welles n'aimait même pas John Wayne, mais il a expliqué comment il l'avait entendu de réalisateurs russes. L'un d'eux était Alexei Kapler, qui avait été envoyé en prison pour avoir fréquenté la fille adolescente de Staline. Kapler l'a dit au réalisateur Sergei Bondarchuk, qui a demandé confirmation à Sergei Guerasimov. Guerasimov, le même homme qui avait dénoncé Wayne à Staline en premier lieu, a tout confirmé. Ensuite, Bondarchuk l'a dit à Welles et Welles l'a transmis. Mann a plus tard écrit à ce sujet dans son livre John Wayne, The Man Behind the Myth. En 1966, pendant la guerre du Vietnam, John Wayne a rendu visite aux troupes américaines. Mao Zedong, le dirigeant communiste chinois, a envoyé un tireur d'élite pour le tuer. Le tireur d'élite a été capturé avant que quoi que ce soit ne se produise. Lors de l'interrogatoire, il a dit que Mao avait personnellement ordonné le meurtre. Mao pensait que Wayne était un symbole dangereux, surtout pendant le conflit vietnamien. Mais même cela n'a pas arrêté Wayne. Il a continué, se montrant présent pour les troupes, s'exprimant contre le communisme, ne se cachant jamais. En 1952, Wayne et le FBI ont travaillé ensemble sur un voyage. 2 agents soviétiques, encore une fois, se faisant passer pour des agents du FBI, sont venus l'emmener. Wayne a joué le jeu. Il leur a offert des chaises, puis, quand ils s'y attendaient le moins, il a sorti une arme et l'a pointée sur eux. « Maintenant, vous les fils de pot, je vais vous tuer tous les deux », a-t-il dit. Il a appuyé 2 fois sur la gâchette. Des détonations fortes ont retenti, mais il n'avait chargé que des cartouches à blanc. Les agents étaient terrifiés. Ils pensaient qu'ils étaient morts. Ce moment les a brisés mentalement. Ils ne s'en sont jamais remis. Yakima Canott a plus tard partagé encore plus d'informations. Il a dit que lorsque le FBI a informé Wayne du danger, Wayne a refusé de se cacher. Il a dit aux agents « Laissez-les venir, je m'occuperai d'eux ». Il ne voulait pas de garde de sécurité. Il ne voulait pas s'enfuir. Il voulait rester libre, vivre fièrement et faire face à tous les dangers lui-même. En 1955, un groupe communiste a été découvert caché à l'intérieur d'une imprimerie de Burbank. Yakima et le groupe de cascadeurs de Wayne avaient mis en place leur propre réseau de surveillance privée. Quand ils l'ont découvert, ils n'ont pas attendu. Ils ont pris d'assaut l'endroit et ont battu les hommes violemment. Puis, ils leur ont acheté des billets d'avion pour la Russie. Aucun de ces hommes n'a jamais été revu. C'était comme s'ils avaient disparu. 4 ans plus tard, en 1969, quelque chose d'étrange s'est produit. Nikita Khrouchtchev, le nouveau dirigeant soviétique, a effectivement rencontré John Wayne. Pendant la réunion, il s'est excusé. Il a dit que c'était une décision de Staline pendant ses 5 dernières années de folie. Quand Staline est mort, j'ai annulé cet ordre. Khrouchtchev avait toujours aimé les films de Wayne. Il a mis fin personnellement à la menace de mort. Après cela, il n'y a plus eu de tentative de la part des Soviétiques. La guerre froide était toujours en cours. Mais pour Wayne, le danger a finalement cessé. Les agents soviétiques qui avaient été capturés plus tôt avaient une grande raison de coopérer. Ils étaient terrifiés par Staline. Ils savaient que rentrer signifiait la mort. Après la fausse exécution de Wayne avec le pistolet à blanc, ils ont supplié le FBI de les garder en Amérique. Ils ont offert de précieux renseignements en retour et les États-Unis ont accepté. Ces 2 hommes ont donné des informations qui ont aidé l'Amérique pendant les années les plus dangereuses de la guerre froide. Pourtant, tout le monde ne croit pas à l'histoire. Certains pensent que ce n'est qu'une fabrication de mythes de la guerre froide. Le livre de Michael Mann, en 2003, a raconté la version complète, mais sa principale source avait été Orson Welles, qui l'a dit sans aucune incitation. L'histoire avait tellement de parties dramatiques qu'elle ressemblait à un film elle-même. Les cascadeurs de Wayne battant des communistes, des tireurs d'élite au Mexique,
des agents doubles changeant de camp. Certains disent que ce ne sont que des légendes hollywoodiennes qui prennent de l'ampleur avec le temps. Staline était connu pour aimer les westerns. Il avait des salles de projection privées. Aurait-il vraiment voulu que le héros cowboy meure? Des années plus tard, John Wayne a fait face à un type de contre-coup très différent. En 2020, pendant les manifestations de Black Lives Matter, les gens ont commencé à partager une ancienne interview de 1971 que Wayne avait accordée à Playboy. Il avait dit « Je crois en la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués au point d'assumer leurs responsabilités. » Il a également rejeté la souffrance des Amérindiens. Ces citations ont conduit à des appels à renommer l'aéroport John Wayne dans le comté d'Orange. Le Parti démocrate a adopté une résolution demandant le changement. Plus de 6000 personnes ont partagé la pétition en ligne. L'USC a même retiré son nom de leur école de cinéma et la Californie avait déjà rejeté une proposition pour la journée John Wayne en 2016. De plus en plus de gens ont commencé à remettre en question son héritage. Malgré cela, Wayne a eu une énorme carrière. Il a joué dans plus de 170 films. Ces films ont rapporté environ 700 millions de dollars, rien qu'aux États-Unis. Cela a fait de lui la plus grande star du box-office de son époque. Il a eu 32 films qui ont atteint la liste des plus gros succès de Variety. Allant de Récolte sauvage en 1942, qui a rapporté 4 millions de dollars, au Dernier des géants en 1976, qui a rapporté 6 millions de dollars, mais son rôle dans les listes noires de l'ère McCarthy est toujours controversé. Il a ouvertement soutenu la mise sur liste noire, en particulier contre le réalisateur Edward Dmytryk. Dmytryk a fini par nommer 22 personnes pour réintégrer l'industrie. Wayne a dit plus tard « Il est le seul gars qui m'ait jamais trompé ». Wayne a même dit que les personnes mises sur liste noire auraient simplement dû être envoyées en Russie. Lorsqu'il est décédé en juin 1969, John Wayne a laissé derrière lui une tempête de problèmes familiaux. Sa succession valait 6,45 millions de dollars. Il avait 7 enfants et avait exclu sa troisième femme, Pilar. En 2010, sa fille Aïssa a poursuivi son frère Ethan au sujet de droits de propriété. La bataille a traîné en longueur. Les petits-enfants se sont joints à la mêlée. Certains ont revendiqué des participations de 2,8 %. D'autres ont dit qu'ils en possédaient 14 %. En 2011, plus de 700 objets personnels ont été vendus aux enchères. Son nom est devenu un champ de bataille juridique. Certains biographes pensent que Wayne s'était bâti une légende de dur à cuire autour de lui, que peut-être les histoires sur Staline et le KGB ont été exagérées pour faire de l'effet. Peut-être même que Wayne a aidé cette image à grandir exprès. Mais que ce soit un mythe ou un fait, l'histoire n'a jamais disparu. Un cow-boy qui a tenu tête à Staline, une star de cinéma qui a pointé une arme sur des assassins, un patriote qui a refusé de se cacher, un homme compliqué qui s'est fait des ennemis et des légendes en même temps, et un héritage qui, encore aujourd'hui, divise les gens.